Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 28 octobre 2025. Ravi de vous retrouver de l'autre côté, ça y est, je suis dans un nouvel environnement. Alors, soyez indulgents, il me manque beaucoup de choses. J'ai un énorme contre-jour juste devant, je vais vous montrer juste après pourquoi. J'attends mes rideaux, j'attends plein de choses. Donc là, c'est un peu cadré n'importe comment, mais vous allez voir, je pourrais faire plein de choses différentes. Il y a tout un espace ici où je pourrais faire un cadrage différent, une forme différente. Bon, j'espère non plus que vous ne venez pas que pour la forme, vous venez surtout pour le fond, à un moment où Bitcoin a tenu son support majeur. Je crois que la semaine dernière, avant de déménager, j'avais dû insister sur le fait qu'il fallait tenir cette zone support. Elle a été travaillée 106, 109 000 dollars, travail des moyennes mobiles à 200 jours, arbitrage vis-à-vis du gold, tout ça, je vous en ai parlé en cette semaine. Alors là, pour le coup, les amis, bon, je vous laisse. Tiens, eh bien, pour une fois, c'est pas moi qui vais le choisir. Je vous demande, s'il vous plaît, de qualifier cette semaine. Allez-y. Et comme ça me permettra peut-être d'enrichir mon vocabulaire de nouveaux adjectifs pour pas toujours utiliser le même. Alors, avant de faire votre choix, je vous rappelle que cette semaine, vous avez 1. La décision de politique monétaire de la Fed, mercredi 29 octobre. Oui, je sais, elle va baisser les taux, tout le monde le sait. Eh ben non, tout le monde ne le sait pas. Non, parce qu'en fait, on s'en fout de la décision sur les taux. Il y a beaucoup plus important à surveiller. En particulier la politique monétaire non conventionnelle, le fameux programme de quantitative tightening, qui pourrait tendre vers zéro. Et ça nous intéresse. Intéresse qui? Ceux qui pensent que, enfin, alors il y a le choix là. Vous pensez ou vous espérez que le cycle ne s'est pas terminé. Le lundi, c'est octobre dernier, à 125 000 dollars, 126 peut-être, je sais plus. Bon bref, qu'on puisse aller chercher un peu plus haut en novembre pour enfin sortir. Je vous rappelle que nous sommes entrés, nous sommes dans la fenêtre spatio-temporelle intergalactique, transsidérale dont je vous ai beaucoup parlé, et qui va jusqu'au 20 novembre, peut-être tout début décembre. Vous savez que nous y sommes entrés depuis le 17 octobre, donc là maintenant il faut vraiment être à l'affût de tout ce que nous donne. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Si vous voulez, là ça a tenu les supports majeurs, bon. Si on y revient, c'est mort, quoi. Voilà. Donc chacun fait comme il l'entend, chacun convertit comme il l'entend ou pas en stablecoin. Vous gérez comme vous voulez, mais Bitcoin a donc tenu. Alors cette semaine, la Fed, vous avez à peu près la moitié des valeurs du S&P 500, enfin la moitié en termes de capitalisation boursière qui publie ses résultats trimestriels. Bien sûr, les négociations commerciales Chine-États-Unis, Trump qui doit rencontrer Xi en Asie jeudi, peut-être l'annonce d'un accord commercial solide. Ce shutdown qui n'en finit pas, en tout cas quand j'enregistre la vidéo, il est toujours pas fini. Il sera peut-être fini, en tout cas on espère qu'il sera fini. Vous connaissez toutes les implications pour la SEC, la SEC, puis pour beaucoup de choses, pour les statistiques. D'ailleurs, la semaine dernière, avec retard, les chiffres de l'inflation US de septembre ont été publiés, et c'est plutôt pas mal pour la Fed, qui doit nous passer au minimum de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Bon. Tout ça, ce sont les éléments fondamentaux qui vont compter, sans oublier les arbitrages, le lien avec le dollar américain, le BTC, les alts, il y a énormément de choses à voir. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme titre? Je ne sais plus ce que j'ai choisi, j'aurais pu choisir un certain nombre de titres, mais je ne sais même pas moi-même encore celui que je vais choisir. Je le déciderai, si vous voulez, après avoir enregistré la vidéo. Donc voilà, là, du coup, vous voyez le titre, vous êtes donc en avance sur moi. Et oui, vous me regardez là, moi je ne connais toujours pas le titre que je vais donner. Voilà, chers amis, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, vous voyez, devant moi, j'ai pas d'éclairage, parce qu'en fait, j'ai une énorme baie vitrée là qui m'en met plein les yeux, et encore le soleil diminue. Et c'est pourquoi je peux pas enregistrer de l'autre côté, parce que ça fait contre-jour. Même si je pousse à fond mon éclairage, ça fait contre-jour. J'attends toujours des rideaux, des stores, j'attends plein de choses. Vous savez, quand on arrive quelque part, c'est jamais parfait. Il y a plein de petits détails qui sont importants. Tenez, je vous donne un détail, rien à voir avec les cryptos. Typiquement, prenez un lit. Bon, j'ai changé de lit. Voilà, je me suis dit déménagement, je vais changer de lit. Donc, j'ai commandé un matelas. Ce matelas, pourtant, je l'avais essayé, mais figurez-vous que je viens de vivre 2-3 nuits là, vraiment mauvaises. Il est trop dur. Alors, je sais pas, certains me disent qu'il faut au moins une dizaine de nuits pour que ça se prenne vraiment, mais bon, là, je suis chaque jour en train de me dire, je vais acheter un surmatelas parce que bon, quand même claquer 1000 balles dans un matelas, j'espérais bien dormir et en fait, c'est pire qu'avant. Donc, on verra. Bon, en plus, c'est la première fois que j'achète un lit. Allez, je vous montre un peu l'envers du décor, et puis on fait quand même le Cryptos Technical Briefing. Bon voilà, chers amis, l'envers du décor, vous le voyez ici. Donc c'est sur ces grandes baies vitrées là, qui me font un contre-jour de psychopathe. Vous voyez là, en face, j'ai mis à fond mon éclairage,
Et bah voilà, il y a quand même un contre-jour. Bon, vraiment, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que tous ces cartons, ça va partir et que là, il y a plein de petites choses que je vais aménager pour de temps en temps pouvoir faire voilà, une forme de vidéo un peu différente, peut-être en mode salon ou jouer un peu. Bref, m'amuser un peu. Bah oui, je veux bien. Moi, je prends toujours du plaisir à faire les vidéos Cryptos Technical Briefing, mais si je peux y ajouter un peu d'amusement, un peu de petits détails, un peu de rotation, un peu d'imagination dans la forme, et bah, je pense qu'on passera un meilleur moment. Allez, c'est parti. On attaque le CPB. C'est parti les amis. Donc ce mercredi 29 octobre, décision de politique monétaire, la Réserve fédérale des United States of America, et autant vous dire qu'il n'y a pas de suspense. Le suspense, il n'y en a pas parce que, enfin si, il y en a beaucoup, vous allez voir. Mais en ce qui concerne le taux d'intérêt des fonds fédéraux, 97,8%, c'est la probabilité que la Fed baisse de 25 points de base le taux d'intérêt des fonds fédéraux US, la Fed, le taux principal, selon l'outil CME Fed Watch Tool. Alors, vous vous souvenez que c'est le shutdown et que aux États-Unis, c'est la cacophonie politique, comme en France d'ailleurs. Et donc, un certain nombre de chiffres n'ont pas été publiés ou avec retard. Et par exemple, la semaine dernière, vous avez eu vendredi dernier, j'étais en plein déménagement, la publication de l'inflation US CPI. Le CPI. Et c'est un CPI qui est plutôt pas mal, avec du 0,2 en version mensuelle core, ce qui montre qu'il n'y a pas de vague d'inflation liée aux tarifs douaniers, que les entreprises ne répercutent pas tellement sur le consommateur, en fin de cas ça reste sous contrôle. Donc ces chiffres publiés avec retard, c'est septembre, il y a beaucoup de chiffres en retard, notamment les chiffres de l'emploi, mais il y a des données alternatives, patati patata, mais concrètement, ça confirme la Fed dans sa volonté d'assouplir sa politique monétaire d'ici la fin d'année. Alors attention, ce mercredi 29 octobre, à quelques jours du mois de novembre, le mois de novembre qui est surnommé Moon November par certains, enfin bon, un peu la dernière chance du cycle, je sais, je vous ai dit déjà ça pour octobre, mais en fait c'est le Q4. Il n'y a pas de conférence il n'y a pas de mise à jour des projections macro. Pas de mise à jour des projections macro. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un communiqué de presse. L'ami Popo va causer. K-O-Z-E-R, du verbe causer. Et il va probablement, c'est ce qu'il avait suggéré il y a quelques semaines, annoncer la réduction, peut-être l'arrêt, du programme de quantitative tightening. Alors, le programme de quantitative tightening, de quoi s'agit-il? Vous avez sous les yeux un certain nombre d'informations. En violet, vous avez le taux d'intérêt des fonds fédéraux US. Donc, il est à 4,20, 4,25. Ça devrait tomber à 4 ce mercredi. Et en bleu, vous avez le bilan de la Fed. Et donc, depuis début 2022, alors là, vous aviez l'envolée du bilan de la Fed, c'était le programme de quantitative easing. C'était pour juguler les effets négatifs de la crise sanitaire à l'époque. Et donc, nous sommes en quantitative tightening depuis début 2022 lorsqu'il s'agit de briser les os, casser le cou, tordre le cou à l'inflation. Et si vous regardez bien cette courbe, eh bien, sa pente s'aplatit. C'est ce qu'on appelle le quantitative tightening en voie de taperisation. Alors là, ça fait quand même beaucoup de choses. En fait, concrètement, la Fed a commencé, accrochez-vous, la Fed a commencé à réduire la vitesse de la baisse de son bilan. Chaque mois, la Fed réduit son bilan. Et depuis 2 ans, cette vitesse mensuelle diminue. Et lorsque la vitesse de baisse arrive à 0, c'est la fin du quantitative tightening. Et donc, potentiellement, ce mercredi, Popo va donner un calendrier d'arrivée à 0 du QT. Alors, je vais illustrer mon propos immédiatement. J'illustre mon propos immédiatement. Voilà, donc vous avez sous les yeux, chers amis, vous avez sous les yeux le programme de quantitative tightening, donc, qui avait commencé par 25 milliards par mois de baisse du bilan. Alors, soit en fait elle vend des obligations, soit celle qui expire, elle les réinvestit pas. 60 milliards, là c'était qu'on était dans le dur de la lutte contre l'inflation, et depuis début 2024, c'est passé à 55, puis 45, puis 40, et en juin dernier, 35. Ce mercredi, c'est pas les taux qu'on regarde, c'est ça qu'on regarde. Ce chiffre de 35, va-t-il rester stable? Va-t-il tomber à 20, 10, 5, 0? Va-t-il tomber à 20 avec un calendrier pour viser 0? Ça, c'est de la liquidité en plus. Rappelez-vous.
La liquidité globale, si on résume, ce qu'est la liquidité globale, c'est la masse monétaire M2 plus la liquidité nette au sein du système financier. Tout part des réserves des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Vous avez donc le bilan de la Fed. Rappelez-vous aussi, je vous avais expliqué le fonctionnement du compte de trésorerie, le TGA, le compte du trésor public auprès de la Fed, qui s'est rempli, là, qui va bientôt se vider, mais il y a aussi le shutdown qui retarde un peu les choses. Et puis vous avez les opérations de reverse repo. Vous faites l'addition de tout ça, et ça vous donne la liquidité structurelle. Donc cet indicateur sur TradingView la rassemble. Donc vous avez, même ici c'est encore plus global, puisque vous avez les M2 du monde entier, vous avez le bilan de la BCE, de la Banque centrale de Chine, du Japon et donc de la Fed. Et donc cette ligne-là, qui est la première ligne, c'est le bilan de la Fed. Le bilan de la Fed, c'est ce que je vous ai montré juste ici. Et là, ça réduit la liquidité depuis 2022. Sauf que si le QT arrive à 0, ça va se mettre à plat. Alors certains envisagent déjà un QE, faut pas déconner, mais si le QT arrive à 0, donc ça, cette information sur le QT, elle va être soit dans le communiqué de presse, probablement s'il y a une réduction du chiffre, et ensuite les perspectives davantage dans la conférence de presse de l'ami Powell. Donc dites-vous bien que si le programme de quantitative tightening arrive à 0, c'est que le bilan de la Fed va se stabiliser. Ou bien une chose, dans toutes les phases de stabilisation du bilan de la Fed, si son bilan arrête de baisser, c'est de la liquidité en plus pour les marchés. Et vous connaissez le lien. Alors là, j'ai superposé avec un décalage temporel, mais oubliez le décalage temporel, oubliez tout ça. Simplement observez les deux courbes. Il y a une corrélation mathématique en fait même entre les actifs risqués en bourse et la liquidité globale. Et dans cette liquidité globale, le bilan de la Fed a un rôle majeur, voire peut-être même c'est la pierre d'angle. Et ce bilan, il évolue en fonction de l'alternance entre les phases de QE et les phases de QT. Voilà, tout simplement. Et concrètement, qu'est-ce que c'est QE-QT? C'est comment la Fed se comporte vis-à-vis des obligations. Soit elle en achète, soit elle en revend. Voilà, tout simplement. Si elle en achète et qu'elle en garnit son bilan, elle donne de la liquidité au marché, et inversement. Donc ça, c'est le temps fort fondamental de la semaine, c'est ce qu'attend le marché, c'est probablement ce qui aura le plus d'impact. Alors pourquoi est-ce que j'en parle de ce bilan de la Fed? C'est parce que Jérôme Powell en a parlé il y a 2-3 semaines. D'ailleurs, depuis, il y a eu un certain nombre de difficultés de banques régionales américaines hyper sensibles à la liquidité. Il y a vraiment quand même tout. Et en plus de ça, vous avez eu la semaine dernière donc un chiffre de l'inflation qui n'est pas un frein, parce que s'il y avait eu un vrai rebond du CPI vendredi dernier, ça aurait pu être... Mais là, il a vraiment toutes les cartes en main pour aller au bout du bout. Donc, c'est probablement encore plus que ce que la Fed va prendre comme décision de politique monétaire. La décision là qui va être prise sur le bilan de la Fed, sur le programme de quantitative tightening, c'est le facteur fondamental, dominant cette semaine. Et vous avez ici un petit résumé, donc c'est en anglais parce que bon, je fais des présentations ci et là, un peu partout. Et certaines présentations, je les fais en anglais. Et non pas que je m'exprime en anglois, mais à partir du moment où vous avez des slides en anglais, ça vous permet derrière de diffuser ça dans plein de langues. Parce que grosso modo, l'anglais comme ça, tout le monde le capte. Donc, 3 scénarios possibles cette semaine, avec la Fed ce mercredi. Baisse des taux et annonce du ralentissement du QT. Franchement, l'impact sera significatif. Alors, c'est pas jour J l'impact. Parce qu'en plus, les annonces de réduction du QT, c'est mois par mois. Donc, mais peu importe, le marché est toujours dans la projection. Baisse des taux et un programme de quantitative tightening, même pas à 0, simplement qui ralentit. Rappelez-vous, nous sommes à 35 milliards par mois là, de baisse du bilan de la Fed, soit par revente d'obligations, soit par non-réinvestissement d'obligations qui arrivent à expiration. Ça, c'est le combo gagnant, c'est ce qu'on veut. Alors, ça va dépendre de l'amplitude du ralentissement du QT annoncé, etc. On verra. Ça, nous, on veut ça. Si vous voulez, pour avoir ce que vous espérez peut-être encore,
même si j'imagine que beaucoup d'entre vous ont converti une partie de leur crypto en stablecoins par rapport à la volatilité des dernières semaines, ce qui serait très bien, hein. Quand c'est un gain est un gain. On n'achète jamais tout en bas, jamais tout en haut. Mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez encore des lignes crypto, forcément. Pour espérer avoir un mois de novembre bullish, donc un Moon November, bon, Moon to the Moon, ça fait partie des expressions un peu qui circulent dans la communauté crypto, on the social media, eh bien, c'est la première ligne qu'il faut, c'est ça. Il faut baisse des taux, réduction du QT. Alors, ce cas intermédiaire ce ne serait pas exceptionnel. Si l'ami Powell annonce une baisse de taux, c'est complètement intégré dans les cours. Il n'y a aucune surprise. La surprise, ce serait 50 points de base de baisse de taux, 0,50. Là, il n'y a aucune... 0,25, c'est dans les cours. Si par contre, il n'y a pas d'annonce sur le QT, je doute que l'impact soit bullish. Étant donné que ça, c'est dans les cours, ça risque de dropper. Et alors forcément, ça c'est le scénario pas probable, mais improbable, je dirais. Disons que le fait que l'économie US soit en shutdown pourrait pousser certains membres du FOMC à dire bon, on n'a pas les datas, on n'a pas les chiffres, on va attendre. S'ils font ça, ils seront à l'origine d'un énorme choc de marché. Et imagine bien que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est le signe, ça, c'est le scénario du drop. C'est-à-dire une Fed qui ne baisserait pas les taux cette semaine et aucune action sur le QT, un QT qui garderait son amplitude monétaire actuelle. Donc moi, je pense qu'on sera soit dans celui-là, plus probablement dans celui-là, mais dans celui-là, il y a différents degrés. Si jamais le QT ralentit, c'est dans quelle amplitude? Là, actuellement, c'est 35 milliards de dollars par mois. Si c'est juste passé à 30, est-ce que c'est suffisant? Si on passe à 10, vous voyez, ça va jouer vraiment sur ces montants-là. Donc ça, c'est le facteur fondamental dominant de la semaine. Tous les actifs risqués vont être impactés, et à commencer par le marché action américain. Juste, le S&P 500 est pas loin de ses records de valorisation de l'année 2000. Attendez, ça c'est le... Voilà, le S&P 500 est pas loin de son record de valorisation ici. Son record en période Shiller, c'était ici au sommet de la bulle Internet. On est dans le haut de canal. Regardez ce qu'il nous fait, ce canal. Il a fait un gap. Il nous fait un gap haussier pour sortir par le haut du canal. Donc on est toujours dans une vague 5. C'est vrai qu'il n'y a pas de div encore. La vague 5 semble pouvoir s'étendre davantage. Vous comprenez bien que là, si ce gap haussier de sortie par le haut d'un canal bullish se confirme, c'est qu'on rentre dans cette phase d'euphorie. Il faut la justifier. Alors la justifier, cette phase d'euphorie, oui, l'accord commercial Chine-États-Unis, oui, peut-être la fin du shutdown dans, je sais pas, bientôt, on l'espère. Donc, mais il faut la justifier, et c'est la Fed. C'est-à-dire que ce gap haussier là, qui a fait le contrat futur S&P 500, déjà il faut pas le combler, il faut pas repasser en dessous. Ce serait super riche de repasser en dessous. Et ça, ce sont des anticipations de baisse du programme de quantitative tightening. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Ce sujet-là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Prenez même les actions européennes, contrat futur Eurostoxx 50, qui est le contrat à terme le plus négocié en Europe, est en train de nous faire un breakout mensuel de son record de 2000. Donc là, il n'y a pas de div, il semble y avoir du potentiel. Hein. Vous voyez, ça par exemple, ça c'est une divergence en mensuel, c'est la fin du marché bullish. Là, on n'est pas en div, donc ça, on se dit qu'il y a du potentiel. Maintenant, ok, très bien, du potentiel technique, on entre peut-être dans la dernière phase de fin d'année, bullish, bon, mais il faut la justifier. Pour justifier ça, c'est non seulement l'accord commercial Chine-États-Unis, et c'est en plus la baisse du programme de quantitative tightening. Donc, et je dis de mémoire que Trump et Xi se rencontrent. Voyez, vous comprenez un peu à quel point cette semaine a une importance forte. On montre aussi le Russell 2000 qui tente de dépasser le sommet ici de novembre 2021. Vous vous souvenez ce que c'était novembre 2021? Ah oui, le sommet du cycle précédent. Le sommet du cycle précédent sur Bitcoin, c'était 8 novembre 2021. Vous avez les small et les mid cap US qui tentent de le dépasser. Les small et les mid cap, c'est hyper sensible à la liquidité. C'est pas comme les grosses valeurs qui, elles, s'en foutent un peu du coût de l'argent. Enfin, j'exagère, mais c'est moins important pour elles. Les petites valeurs cycliques qui ont du mal à faire du CA, qui ont du mal à être rentables, elles, les conditions de financement, ça change tout. C'est un game changer. Là aussi, c'est probablement l'anticipation de baisse de taux et de fin du ralentissement, voire peut-être de fin totale du QT. Donc tout ça va faire le justifier. Il va falloir le justifier par une action concrète
de la Réserve fédérale des États-Unis. Venons-en à l'ami BTC. Alors en termes de cyclicité, où est-ce qu'on en est? Nous sommes ce mardi 556 jours après le halving, 1450 jours depuis le sommet de l'ancien cycle et 1066 jours en absolu. Donc nous sommes à un jour d'avoir le cycle le plus long. De son début à la fin, le cycle lié au halving de 2016 était 1067. Là, on est en train de tout pulvériser. En termes de durée après le halving, ça y est, nous sommes sur un record, hein, puisque nous sommes 556 jours après le halving, et on continue, semble-t-il, sauf bien sûr si le sommet a été fixé octobre. Mais pour l'instant, on a tenu les supports majeurs. C'est vrai que selon la Matrix, c'était toujours de plus en plus long. Là, on avait fait ici 370 jours après le halving. Là, on avait fait 525. Le troisième cycle, 546. Peut-être qu'on va aller à 600 jours après le halving. C'est vrai que le halving a de moins en moins d'impact. Mais rappelez-vous donc, j'avais défini une fenêtre spatio-temporelle intergalactique. Alors cette fenêtre spatio-temporelle, vous avez remarqué que mon tableau, beaucoup de dates ont disparu parce qu'on les a dépassées. Donc ça, c'est mon tableau de correspondance intercycle. Nous sommes là, donc nous sommes 556 jours après le halving, mardi 28 octobre 2025, 1450 jours depuis le sommet de l'ancien cycle, et 1066 jours depuis le début du cycle. Jour 1 du début du cycle. Est-ce que dans ce tableau de correspondance, on trouve encore de quoi comparer? Il n'y a plus qu'une seule date. C'est le 20 novembre 2025, qui sur le cycle de 2016 correspondait à 1472 jours depuis le sommet du cycle précédent. Si on fait pareil, on va jusqu'au 20 novembre. D'un point de vue calendaire, 4 décembre, donc c'est toujours, le cycle se termine au 4e trimestre de l'année qui suit le halving, 4 décembre, 16 décembre, 8 novembre, 20, 25 novembre si je fais une moyenne. Donc, voilà, là, vous avez compris que on est dans peut-être les 4 dernières semaines, si on veut un truc. Pour aller au bout de la fenêtre temporelle, aller jusqu'à la fin du mois de novembre et puis avoir donc cette fois-ci le prix, peut-être un prix encore plus haut pour tout revendre, il faut donc sécuriser les fondamentaux dont je vous ai parlé. Donc ce deal USA-Chine et le QT pour permettre à la saisonnalité du mois de novembre de s'exprimer. Saisonnalité du mois de novembre, qui est donc historiquement le mois le plus favorable à BTC ici, sur le plan statistique. Donc le BTC, lui, il a tenu les supports majeurs, donc pas c'est bête mais pas bête méchant. La zone des 106-109 en daily et des 102-103 en mensuel. Et voilà, désormais, il n'y a plus, si vous voulez, il n'y a plus le droit à l'erreur. On n'attendra même pas. Alors, oui, effectivement, la moyenne mobile à 50 semaines, d'accord, c'est vrai qu'elle est là. Alors, au passage, un gap a été ouvert sur le contrat futur ce début de semaine. Je ne connais pas sa nature, on verra. Quand j'enregistre la vidéo, on est toujours au-dessus de ce gap. Est-ce que ça fera support? Est-ce que c'est un gap de rupture? Je ne sais pas. Bon. En tout cas, oui, il faudrait pouvoir à court terme se maintenir au-dessus. Mais grosso modo, c'est toujours pareil. Donc, la bande 106-109, elle a agi. Alors, on l'a travaillé, il y a eu de la vol, mais on l'a tenue. La bande 106-109 avec le MA200 et SMA200. Donc, au-dessus de ça, c'est bullish. Ça, je suis content. Je vous l'avais montré, le ratio Bitcoin Gold. Je vous l'ai montré dans le CTB la semaine dernière. Ça a bien fonctionné. Ça, les choses simples fonctionnent. L'or s'est pris une rouste, l'argent s'est pris une rouste, double rouste, bien fait pour eux. Et donc, 1 point, 2 points, j'existe et je prolongeais ça. Bon, ça fait partie des techniques qui sont ma foi, favorables. Ensuite, si nous regardons du côté des altcoins, eh bien, pour ETH, toujours pareil. Pour ETH, l'idée c'est de tenir cette grosse pattern dont nous sommes sortis par le haut. Voilà, donc j'attrape bien les trucs et vous voyez que là, ça fait support. Donc c'est une grosse zone de compression chartiste qu'il ne faut pas réintégrer. Et là, le marché la préserve. J'ai toujours mon idée qu'on a eu une vague 1, une 2 qui restera 38,250, une vague 3, une 4 qui restera 38,250 et donc 5. Voilà, on est dans ce gros pâté de prix ici. 3005, 4000 qu'il faut tenir et tant qu'on le tient, c'est comme Bitcoin, tant qu'il tient son support majeur, probabilité non négligeable qu'il manque effectivement cette
Vague numéro 5. Dans un contexte des alts qui, alors, ça reste faiblard, hein, les alts, mais c'est faiblard, mais ça casse pas de support. Donc, total 3 moins BTC, ETH et les stablecoins contient ce gros support. Ici, c'est la même chose sur Others. En ce qui concerne la dominance de Bitcoin, il y avait ce rôle très important des 60% de dominance, qui fut ici le déclenchement de la alt season. On voit ici que c'est un vrai changement de polarité. Donc, alors, moi j'ai toujours l'idée que la dominance finira par partir au sud. Maintenant, il faut vraiment se maintenir sous ce niveau des 60%. Donc là, voilà, on peut effectivement avoir un scénario de novembre qui reverrait la dominance de Bitcoin repartir en direction du sud et une dominance de BTC qui repartirait en direction du sud. C'est favorable de manière générale aux altcoins. Et bien sûr, pas qu'à ETH, pas qu'à BNB, pas qu'à Sol. Et secteur. Il y a beaucoup de configs qui sont pas dégueux. Hein. La petite Tao, moi j'aime bien. Je me dis aussi que la DeFi, la DeFi dans un contexte qui verrait le QT être réduit, c'est favorable aux jetons de la finance décentralisée. Bon, quand même, les majeurs, le BNB, très solide. Le BNB reste bullish à court terme tant qu'il se maintient au-dessus de son couple EMA 50, SMA 50. Le jeton sol, c'est poussif, le jeton sol, mais toujours haussier tant qu'il se maintient au-dessus de EMA 200, SMA 200. On voit très bien le rôle ici de la moyenne mobile simple à 200 jours. Produit un effet positif. Regarde aussi le LTC, ça fait partie des jetons majeurs où, bon, ça fait partie des majeurs. Alors, rappelez-vous, hein, la SEC est ici en shutdown, donc on attend toujours les ETF, ça va prendre du temps, mais ça, c'est un des candidats EDF majeurs. Je me dis, avec l'ETF, est-ce que le LTC, lui aussi, rejoindra son ATH, comme on fait beaucoup de jetons majeurs? C'est une possibilité. Le Link s'accroche à cette grosse trendline weekly, s'accroche à son EMA 200 et SMA 200. Bon, de toute façon, dites-vous bien une chose, les alts, c'est bien mignon, mais elles seront tributaires, comme d'habitude, du choix que fera Bitcoin. Bitcoin, pour le moment, fait le choix de tenir son support majeur. Alors, tenir un support, c'est bien. C'était l'étape nécessaire. Maintenant, pour repartir en test de cette trendline intercycle qui nous embête, hein, elle est là, 1 rejet, 2 rejets, 3 rejets. Va-t-on avoir un 4e rejet? Posez-vous la question, imaginez si vous avez donc la Fed et l'accord commercial Chine-États-Unis et que Bitcoin remonte. Qu'est-ce que vous allez faire ici cette fois-ci? Tout sortir ou jouer le scénario 1, 2, 3 breakout? Ça va être un peu... Bon, enfin déjà on n'y est pas, donc nous n'y sommes pas, mais ce sera peut-être une question qu'il faudra se poser. Oh, pardon, enfin un petit café, moi. Voilà, bah, écoutez les amis, j'en dirai pas davantage, puisque nous annoncerons l'ami Powell. En termes de scénario négatif, désormais vous l'avez compris, ça ne sert même pas d'attendre la cassure de SMA 50 weekly. Car pour moi, repasser à nouveau sous les EMA 200, elles sont à 108, 109. Repasser à nouveau sous les EMA 200, voilà, c'est définitivement terminé sur ce cycle. Ça, ce serait le scénario du pire. Et maintenant, place à la Réserve fédérale des États-Unis.